L'Amérique des années 1860 n'avait rien du pays moderne que nous connaissons aujourd'hui. Le Missouri, à cette époque, était une frontière encore sauvage. Des rivières boueuleuses, des forêts denses, des pistes poussiéreuses où chaque voyage devenait une épreuve. Ceux qui s'aventuraient sur ces routes savaient qu'ils risquaient la maladie, la faim, parfois même les flèches des tribus indiennes. Mais ce qu'ils redoutaient le plus, c'étaient les hommes. Oui, les hommes, car à chaque tournant de ces sentiers, on pouvait croiser des bandits de grand chemin, des hors-de-la-loi prêts à tout pour quelques pièces d'or, une mule robuste ou un fusil encore en état de tirer. Mais dans le Missouri, il existait une peur plus sourde, plus insidieuse, celle des voyageurs qui disparaissaient sans laisser de traces. Imaginez, un marchand quitte Saint-Louis avec sa charrette pleine de tissus, on le salue sur la route, on sait qu'il se dirige vers Springfield. Mais il n'arrive jamais. Ni corps, ni charrette, ni chevaux. Rien. Comme si la terre elle-même l'avait englouti. Au début, on accusait les Indiens, ou la fatigue, ou la malchance. Mais bientôt, les habitants commencèrent à murmurer un autre mot. Un mot qui revenait de plus en plus souvent, les Sullivan. Une famille au-dessus de tout soupçon. À première vue, la famille Sullivan ressemblait à tant d'autres colons de l'époque. Une ferme solide, quelques bêtes, une réputation de bons chrétiens. Ils assistaient aux offices du dimanche, échangeaient des poignées de main fermes avec leurs voisins et payaient leurs impôts sans retard. Personne, absolument personne, n'aurait osé soupçonner cette famille d'héberger un secret. Et pourtant, leur ferme se trouvait à un endroit stratégique, à 2 pas d'un croisement très fréquenté par les voyageurs. Offrir le couvert, partager un repas chaud, proposer un lit pour la nuit, quoi de plus naturel dans cette Amérique encore rude où l'hospitalité pouvait sauver des vies. Mais certains invités n'en ressortaient jamais. Le premier signal. En novembre 1864, un charretier nommé John Matthews disparut entre Jefferson City et Springfield. Sa mule fut retrouvée 3 semaines plus tard, attachée à un arbre, maigre et affamée, mais vivante. De Matthews, aucune trace. Puis, en janvier 1865, ce fut au tour d'une famille entière, les Thompson. On avait vu leur convoi s'arrêter non loin de la ferme Sullivan. Mais nulle part, dans aucun village, ils ne furent aperçus par la suite. 2 disparitions pouvaient passer pour un hasard. Mais quand le chiffre grimpa à 5, puis à 8 en moins d'1 an, les colons commencèrent à comprendre qu'il ne s'agissait plus de malchance. Quelque chose, ou plutôt quelqu'un, tendait une embuscade sur ces routes. Une peur invisible. Les voyageurs commencèrent à se méfier. Certains faisaient de longs détours pour éviter la région des Sullivan, d'autres préféraient voyager en convoi armé, comme s'ils traversaient un territoire en guerre. Et malgré cela, les disparitions continuaient. Chaque disparition était un mystère total. Pas de cadavre, pas de fusillade entendue dans la nuit, pas de charrette incendiée, juste du vide. Et c'était ce vide qui terrorisait le plus. Un soir de brouillard. Un soir de mars 1865, un jeune fermier déclara avoir vu quelque chose d'étrange. Alors qu'il rentrait chez lui, il aperçut dans la brume une charrette arrêtée devant la maison des Sullivan. Sur le seuil, les frères discutaient avec un voyageur. Ils riaient, paraissaient chaleureux. Le fermier ne s'attarda pas. Mais le lendemain, il repassa par le même chemin. Plus de charrette, le voyageur n'avait été vu ailleurs, et personne n'osa poser de questions. La légende noire commence. Peu à peu, la rumeur enfla. La famille Sullivan n'était pas ce qu'elle paraissait. Leur hospitalité n'était qu'un masque. Certains juraient avoir entendu des cris étouffés dans la nuit. D'autres racontaient avoir vu des lumières étranges derrière les fenêtres de la ferme. Mais personne n'osa affronter directement les Sullivan, trop respectés, trop bien intégrés. Et puis, sans preuve, que pouvait-on faire? La peur pourtant s'installait. Un silence lourd planait sur les routes du Missouri. Chaque fois qu'un voyageur disparaissait, les regards se tournaient, furtifs,
vers cette ferme à l'air si ordinaire. Partie 2. La famille respectable. L'histoire officielle du Missouri, au XIXe siècle, présente les Sullivan comme une famille exemplaire. Mais sous la surface, derrière les façades propres et les sourires polis, se cachait un secret si sombre que personne n'osait l'imaginer. Une réputation irréprochable. Dans la petite communauté, les Sullivan étaient vus comme des fermiers honnêtes. Ils allaient à la messe, offraient parfois de la nourriture aux voisins, participaient aux foires agricoles. On racontait qu'ils faisaient partie des premiers à accueillir les colons de passage, qu'ils proposaient même des tarifs justes pour l'hébergement. « Ce sont des braves gens », répétait-on. « On peut leur confier ses enfants sans crainte. » Cette réputation formait leur plus grande protection. Mais, dans l'ombre de leur ferme, les disparitions se multipliaient. Un schéma inquiétant. Les disparus semblaient suivre un même scénario. Ils étaient vus pour la dernière fois près de la ferme Sullivan, leur convoi ou leurs animaux étaient parfois retrouvés, jamais aucun corps. Les rumeurs commençaient à circuler. Mais qui oserait accuser une famille de chrétiens respectables sans preuve? L'homme qui a survécu. Le premier véritable tournant survint à l'été 1865. Un voyageur du nom de Samuel Parker, marchand ambulant, robuste, d'une quarantaine d'années, réussit à échapper à ce que beaucoup redoutaient déjà, le piège des Sullivan. Selon son témoignage, il voyageait seul quand la nuit tomba. Épuisé, il s'arrêta devant une ferme qui semblait accueillante. Une femme l'invita à entrer. Elle lui servit un repas chaud, puis un des frères lui proposa un lit dans la grange. Fatigué, Parker accepta. Mais au milieu de la nuit, il se réveilla brusquement. Quelque chose n'allait pas. Il entendit des bruits étouffés, des pas qui se rapprochaient. Instinctivement, il se leva et vit à travers une fente du plancher 2 silhouettes qui portaient des cordes et un marteau. Il chuchotait « On attend qu'il se rendorme, puis on l'attache. » Le cœur battant, Parker comprit qu'il était la proie. La fuite dans la nuit. Profitant d'un instant de silence, il s'échappa par la lucarne de la grange. Il se jeta dans les champs, traversa les broussailles et courut toute la nuit, poursuivi par des cris lointains. À l'aube, il arriva haletant dans une auberge à 20 kilomètres de là. Quand il raconta ce qu'il avait vu, certains rirent, d'autres se turent. Mais une chose était sûre, personne n'osa plus jamais dormir chez les Sullivan de son plein gré. Le déni des autorités. Pourtant, les autorités locales rejetèrent son témoignage. « Vous avez rêvé, dit le shérif. Les Sullivan sont des fermiers respectés. Vous deviez être ivre. » L'absence de preuves permit à la famille de continuer ses activités, comme si de rien n'était. Mais Parker insista. Il raconta encore et encore son histoire dans les tavernes, sur les marchés, à tous ceux qui voulaient l'entendre. Peu à peu, la rumeur enfla. Et si les Sullivan n'étaient pas simples fermiers? Et si leur maison cachait une vérité effroyable? Une hospitalité empoisonnée. À mesure que les mois passaient, de nouveaux voyageurs disparaissaient. Ceux qui étaient arrêtés chez les Sullivan ne donnaient plus signe de vie. Ceux qui avaient décliné leur hospitalité atteignaient leur destination sains et saufs. Le schéma était trop évident. Et pourtant, aucune main de justice ne se levait. La peur, le respect, l'incrédulité formaient une barrière plus solide que n'importe quelle prison. La communauté divisée. Dans les villages voisins, la population se divisait. Certains disaient « c'est absurde, ce sont de bons chrétiens ». D'autres murmuraient « je n'y mettrai jamais les pieds ». La ferme devint à la fois un lieu respecté et redouté. Un paradoxe étrange. On saluait les Sullivan le dimanche, mais on évitait leur route la semaine. La tension monte. En janvier 1866,
une caravane entière disparue après avoir été vue dans les environs de la ferme. Cette fois, il n'y avait plus de doute. Même les plus sceptiques comprirent que quelque chose de monstrueux se passait. Et pourtant, personne n'osait encore affronter la famille. Partie 3. L'enquêteur obstiné. La peur grandissait, mais le silence persistait. Les disparitions s'accumulaient, et pourtant, aucune autorité n'osait briser le masque de respectabilité des Sullivan, jusqu'au jour où un homme décida de s'en mêler. Un enquêteur pas comme les autres. Il s'appelait Eli Morgan, ancien soldat de l'Union, devenu marshal itinérant après la guerre civile. Un homme austère, peu bavard, mais réputé pour son obstination. On disait de lui, quand Morgan se met sur une piste, il ne lâche jamais. En février 1866, Morgan arriva à Springfield et entendit les rumeurs. Des colons disparus, des convois volatilisés, des regards fuyants quand on prononçait le nom Sullivan. Contrairement aux shérifs locaux, il ne balaya pas ces histoires d'un revers de main. « Trop de disparus au même endroit », déclara-t-il. « Il y a forcément un nid de serpents derrière cette ferme. » La première visite. Morgan se présenta à la ferme Sullivan en plein jour. Il trouva une maison impeccable, des animaux bien nourris, une famille polie. Les frères le saluèrent, lui offrirent un verre d'eau, parlèrent de leur récolte. Tout paraissait normal, trop normal. Mais l'œil de Morgan ne se laissait pas berner. Il remarqua des détails. Une grange dont la serrure semblait neuve, comme si on voulait cacher son contenu. Des outils de ferme, disposés de façon étrange, pas utilisés depuis longtemps. Et surtout, une odeur, lourde, métallique, qu'il connaissait trop bien depuis la guerre, l'odeur du sang séché. Les premières preuves. Profitant d'un moment d'attention, Morgan longea l'arrière de la grange. Là, à moitié enterré dans la boue, il aperçut des morceaux de tissu. Il les sortit, c'était un manteau de voyageur, encore taché de sang. Dans la poche, il trouva une médaille gravée au nom de Thomas Reed, un homme signalé disparu 3 mois plus tôt. Morgan comprit qu'il tenait une piste. Le dilemme. Devait-il arrêter les Sullivan immédiatement ? Le problème, c'est qu'il n'avait pas de mandat. Et surtout, dans une communauté qui voyait en eux des chrétiens exemplaires, il risquait d'être accusé d'injustice. Il décida donc d'attendre, de rassembler davantage de preuves. Mais ce choix allait sceller son destin. Les confidences d'une voisine. Le lendemain, Morgan interrogea discrètement une voisine, Mary Collins. D'abord hésitante, elle finit par avouer qu'elle avait entendu des cris, plusieurs nuits affilées. Des cris étouffés, vite réduits au silence. « J'ai voulu en parler, dit-elle, mais qui m'aurait cru ?» Ces mots confirmèrent les soupçons de l'enquêteur. Le retour nocturne. Morgan décida de revenir, de nuit, seul, pour fouiller la grange. Il attendit que la famille dorme, força la serrure et entra. À l'intérieur, la lune éclairait vaguement les planches. Sur une table, il trouva des cordes couvertes de sang, des marteaux, des couteaux aiguisés, et dans un coin, une fosse à demi recouverte de terre fraîche. En creusant rapidement, il mit à jour des ossements, humains. La preuve était là. Les Sullivan n'étaient pas des fermiers exemplaires, c'étaient des prédateurs. Mais soudain, il entendit des pas derrière lui. La porte venait de se refermer. Dans l'ombre, une voix froide résonna. « Vous cherchez quelque chose, Marshal ?» Partie 4. La grange des horreurs. La porte claqua derrière Eli Morgan. Le marshal se retourna, sa main déjà sur la crosse de son revolver. Mais ils étaient 3. 3 frères, silhouettes massives dans la pénombre, armés de fusils et de haches. « Vous n'auriez pas dû entrer ici, Marshal, » dit l'un d'eux. Le dernier combat. Morgan tenta de parler avec eux, mais il savait que c'était inutile. Il tira le premier coup de feu. Le vacarme réveilla la ferme. Des chiens aboyaient, la femme Sullivan criait. Le combat fut bref, brutal. Morgan réussit à toucher l'un des frères à l'épaule, mais les autres se jetèrent sur lui. On ne retrouvera jamais son corps entier. Seulement sa montre à gousset, quelques semaines plus tard, enfouie dans la terre de la grange. La peur se répand. L'absence soudaine de Morgan éveilla les suspens. Les habitants savaient qu'il enquêtait sur la famille Sullivan. Quand il disparut à son tour, le doute n'était plus possible. « Trop de coïncidences » murmura-t-on dans les tavernes.
tous ceux qui passent par chez eux disparaissent, même un marshal. Peu à peu, la réputation irréprochable des Sullivan se fissurait. Les rumeurs grossissent. Certains affirmaient avoir vu au petit matin les frères creuser dans leurs champs. D'autres racontaient que des charrettes entières entraient dans la propriété et n'en ressortaient jamais. Une vieille femme déclara avoir trouvé, en ramassant du bois, un gant ensanglanté portant les initiales d'un marchand disparu. Mais le plus troublant restaient les bruits de la nuit. Voisins juraient entendre des coups de marteau, des cris étouffés, parfois même des prières interrompues par un silence soudain. Le silence des autorités. Pourtant, les shérifs locaux hésitaient toujours. Sans preuve tangible, ils craignaient de provoquer un scandale. Les Sullivan avaient des alliés puissants, des relations dans l'Église et dans la politique. Alors, les autorités fermirent les yeux, et la peur, elle, continua à croître. Une communauté divisée. En 1866, les villages voisins étaient coupés en deux. Ceux qui croyaient encore en la respectabilité des Sullivan, convaincus que les rumeurs venaient de jaloux, et ceux qui savaient, au fond d'eux, que la ferme cachait un charnier. Les tensions montaient. On évitait la route qui passait devant la ferme. Les enfants étaient tenus à l'écart, mais malgré tout, les disparitions continuaient. Le témoin imprévu. Un jour, un adolescent de 14 ans, employé comme aide-fermier chez les Sullivan, s'enfuit en pleine nuit. Il frappa à la porte d'une auberge voisine, les vêtements déchirés, le visage livide. Il raconta avoir vu de ses propres yeux ce que personne n'osait imaginer. La grange transformée en salle de torture, des voyageurs pendus par les pieds, vidés de leur sang, enterrés en secret au lever du jour. « Il me l'aurait fait aussi si je n'avais pas couru », dit-il. L'Internet. Ce témoignage fit l'effet d'une bombe. Pour la première fois, les habitants avaient autre chose que des rumeurs. Un témoin vivant, un enfant qui n'avait aucune raison d'inventer une telle horreur. La peur se transforma en colère, et la colère, bientôt, allait se transformer en chasse. Partie 5. La révolte de la communauté. La disparition d'Ellie Morgan aurait pu rester une rumeur de plus, mais le témoignage de l'adressant changea tout. Pour la première fois, les habitants avaient un récit détaillé, précis, qui confirmait leurs soupçons les plus noirs. La colère grondait. Au printemps 1866, des réunions secrètes commencèrent à s'organiser dans les tavernes et les églises. Les hommes se retrouvaient la nuit, les visages fermés, les poings serrés. « Les autorités ne feront rien », disait un. « Alors faisons-le nous-mêmes », répondaient les autres. La peur avait laissé place à la rage. Le rassemblement. Le 14 mai, près de 50 colons se retrouvèrent armés de fusils, de torches et de pelles. Ils décidèrent d'encercler la ferme Sullivan au petit matin. Le plan était simple, contraindre les frères à ouvrir la grange et mettre fin à ce mystère. Les femmes restaient en arrière, mais leur regard était tout aussi déterminé. Beaucoup avaient perdu un mari, un fils ou un frère sur ces routes. L'assaut. À l'aube, la foule encercla la maison. Les Sullivan, surpris, tentèrent de se barricader, mais la colère des colons était trop forte. Des coups de feu éclatèrent, des vitres volèrent en éclats. Après 1 heure de siège, les portes furent enfoncées. Ce qu'ils découvrirent à l'intérieur hanta longtemps leur cauchemar. La grange ouverte. L'air était saturé d'une odeur de sang rance et de chair en décomposition. Sur des tables de bois, des cordes encore imbibées. Dans des barils, des ossements humains. Et au fond, des fosses à demi refermées d'où dépassaient des restes de vêtements. Des cris d'horreur fusèrent. Certains vomissèrent sur place, d'autres restaient figés, incapables de détourner les yeux. Les preuves irréfutables. Parmi les objets retrouvés, on identifia des bagues gravées, des carnets de voyage, des médailles militaires. Tout appartenait aux disparus. La rumeur devint certitude, les Sullivan étaient responsables d'au moins une 30aine de meurtres, peut-être plus. Le face-à-face. Les frères furent arrachés de la maison, livides, mais toujours arrogants. « Vous n'avez pas de preuves que nous avons tué », lança un d'eux. Un vieil homme, dont le fils avait disparu, lui jeta au visage une veste tachée de sang. « Voilà,
à preuve. La justice populaire. La foule n'attendit pas de procès. Sous un grand aube, les Sullivan furent pendus, l'un après l'autre. Aucun tribunal, aucune audience. La justice du peuple avait parlé. Le silence qui suivit fut terrible. Pas un cri de victoire, pas d'applaudissements. Seulement le poids d'une horreur enfin révélée. L'ombre persistante. Mais même après leur mort, une question demeurait. Combien de victimes exactement ? Certains parlaient de 50, d'autres de 100. Les fosses autour de la ferme semblaient sans fin, et chaque coup de pelle faisait remonter des restes oubliés. Les Sullivan étaient morts, mais leur légende venait de commencer. Partie 6. L'héritage des Sullivan. Le 15 mai 1866, au lever du soleil, les corps des frères Sullivan pendaient encore aux branches du grand chêne. La justice du peuple avait frappé, brutale et sans appel. Mais la victoire laissa un goût amer. Le lendemain du sang. Les habitants passèrent des jours entiers à fouiller les champs, les fosses et les granges. Chaque pelletée de terre ramenait à la surface des restes humains. On compta au moins 40 cadavres identifiés. Mais les registres disparus, les objets sans propriétaire certain, laissaient penser qu'il y en avait bien plus. Certains disaient 60, d'autres 100. Et nul ne sut jamais combien de voyageurs étaient tombés dans le piège des Sullivan. La presse s'empare de l'affaire. Rapidement, les journaux du Missouri puis de tout le pays publièrent des articles sensationnalistes. La ferme de la mort titrait un. Les cannibales du Missouri écrivait un autre, bien que rien n'ait jamais prouvé le cannibalisme. Les faits déformés, exagérés, circulaient de ville en ville. Plus la rumeur s'éloignait du lieu des crimes, plus elle devenait monstrueuse. Une mémoire lourde à porter. Pour les habitants des villages voisins, il était impossible d'oublier. Les enfants qui avaient entendu les cris la nuit grandirent avec ces cauchemars. Les familles endeuillées vivaient avec le poids du silence, aucune tombe digne, seulement des fosses anonymes. La ferme Sullivan, elle, fut brûlée par la foule. On ne voulait plus voir ses murs, ni sentir cette odeur. Mais les cendres, elles, restèrent comme une cicatrice dans le paysage. La légende noire. Au fil des décennies, l'affaire des Sullivan se transforma en légende. On racontait que leurs fantômes hantaient encore les routes du Missouri, que certains voyageurs entendaient des chaînes la nuit ou voyaient des silhouettes dans les champs brûlés. D'autres disaient que tous les frères n'avaient pas été pendus, qu'un d'eux avait réussi à fuir et qu'il avait continué sa tradition ailleurs, sous un autre nom. Vérité ou rumeur, personne ne le sut jamais. Une leçon d'histoire. Les historiens d'aujourd'hui considèrent les Sullivan comme l'un des premiers exemples documentés de tueurs en série organisés en clan familial aux États-Unis. Leur méthode, offrir hospitalité puis piéger les voyageurs, préfigurait d'autres affaires sanglantes qui marqueraient le XIXe siècle américain. Mais au-delà des faits, leur histoire nous interroge. Comment une communauté a-t-elle pu fermer les yeux si longtemps ? Comment des hommes respectés et intégrés ont-ils pu devenir des monstres aux yeux de tous ? Et surtout, le mal se cache-t-il toujours derrière les visages les plus ordinaires ? L'éternel silence. Aujourd'hui encore, le souvenir des Sullivan flotte dans l'air du Missouri. Sur certaines routes rurales, les anciens préviennent les voyageurs « Ne vous arrêtez jamais chez des inconnus ». Un conseil simple, mais qui porte la mémoire des disparus. Car l'histoire des Sullivan n'est pas qu'un récit ancien, c'est un avertissement, une preuve que parfois les pires prédateurs ne rôdent pas dans les forêts, mais vivent derrière les façades les plus respectables. Épilogue. La ferme n'existe plus. Les frères sont morts depuis plus de 150 ans. Mais le hongre demeure, et chaque fois qu'un voyageur disparaît sur une route déserte,
Certains murmurent encore « Ce sont les Sullivan qui l'ont pris ».